Le 17 octobre 1999, à Villefranche-sur-Saône, Jean-Pierre et Élise Durand ferment la porte de leur pavillon pour la dernière fois. Leur Peugeot 306 bleu disparaît dans la nuit brumeuse d'automne, emportant avec elle 2 vies ordinaires qui ne reviendront jamais. 20 ans plus tard, Michel Roche, ancien facteur du quartier, brise enfin le silence sur un détail qu'il a gardé pour lui toutes ces années. Un détail qui va tout changer. Mais que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et pourquoi ce témoin crucial posté derrière sa fenêtre n'a-t-il jamais été interrogé par la police? Avant de continuer, écris dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes mystérieuses. En cette fin d'octobre 1999, Villefranche-sur-Saône est une petite ville tranquille du Rhône où rien de grave n'arrive jamais. Jean-Pierre et Élise Durand y mènent une vie ordinaire, sans histoire. Mais ce soir-là, quelque chose va se produire que personne n'aurait pu imaginer. Et un voisin posté derrière sa fenêtre va tout voir sans jamais oser en parler. Jean-Pierre Durand, 42 ans, est garagiste. Élise, 39 ans, travaille comme bibliothécaire. Couple uni depuis 18 ans. Ils ont 2 enfants, Thomas, 15 ans, et Camille, 12 ans. Ils habitent un pavillon rue des Bruyères, dans un quartier résidentiel tranquille. Des voisins discrets, une vie sans vague. Rien qui laisse présager le drame. En face, au numéro 25, se dresse la maison de Michel Roche. Cet homme de 58 ans, facteur depuis 35 années, vit seul depuis le décès brutal de sa femme Françoise en 1996, emporté par un cancer du sein à 53 ans. Depuis ce drame, Michel a changé. Autrefois sociable et jovial, il s'est refermé sur lui-même, cultivant une solitude que ses voisins respectent par pudeur. Sa maison, jadis entretenue avec soin par Françoise, montre des signes de négligence. Peinture écaillée, jardin envahi par les mauvaises herbes, volets souvent fermés même en plein jour. Michel Roche entretient néanmoins une relation cordiale avec les Durand. Jean-Pierre lui rend occasionnellement service pour de petites réparations mécaniques sur sa vieille Renault 4, refusant systématiquement tout paiement. Élise lui apporte parfois un plat cuisiné, sachant que le veuf néglige sa propre alimentation. Ces gestes de solidarité discrète caractérisent la vie de ce quartier où chacun veille sur l'autre sans jamais l'étouffer. Ce qui rend Michel particulier, c'est son insomnie chronique. Depuis la mort de Françoise, le sommeil le fuit. Les nuits s'étirent en heures interminables où il déambule dans sa maison vide, incapable de trouver le repos. Pour tromper l'angoisse nocturne, il a pris l'habitude de se poster derrière la fenêtre de sa chambre, au premier étage, qui offre une vue dégagée sur toute la rue des Bruyères. De là, sans malveillance, mais avec cette curiosité naturelle des personnes isolées, il observe les allées et venues du quartier. Les voisins ignorent cette habitude de Michel. Ils ne savent pas qu'il les regarde rentrer tard le soir, qu'il note mentalement les visiteurs inhabituels, qu'il suit le rythme de vie de chacun. Cette surveillance involontaire deviendra cruciale dans les événements à venir, même si personne ne le sait encore. Ce samedi 16 octobre 1999, rien ne laisse présager le drame qui se prépare. Jean-Pierre passe sa matinée à l'atelier, s'occupant de la révision de la Citroën XM de M. Blanchard et du changement d'embrayage de la Ford Fiesta de Mme Petit. L'après-midi, il ferme le garage à 14 h, respectant son habitude du samedi, et rentre chez lui pour profiter du week-end familial. Élise, qui bénéficie de ses samedis libres grâce à la rotation des horaires de la médiathèque, a passé sa matinée au marché hebdomadaire de la Place des Arts. Elle a acheté des légumes frais chez son maraîcher habituel, M. Fabre, qui la reconnaît et lui glisse toujours quelques herbes aromatiques en supplément. De retour à la maison, elle prépare un pot-au-feu familial qui mijote lentement sur la cuisinière, emplissant la maison de son odeur réconfortante. L'après-midi se déroule dans cette atmosphère paisible typique des samedis de province. Thomas révise ses cours d'histoire-géographie dans sa chambre, préparant un contrôle prévu pour le mardi suivant sur la Révolution française. Camille s'exerce au piano, répétant inlassablement une sonatine de Clémenty que sa professeure lui a assignée. Jean-Pierre bricole dans son garage personnel attenant à la maison, rangeant ses outils et nettoyant des pièces mécaniques. Élise repasse du linge en écoutant France Inter à la radio. Vers 17 h, les Durand reçoivent le coup de téléphone hebdomadaire des grands-parents maternels, Gérard et Monique Lafont, qui vivent à Clermont-Ferrand.
La conversation suit son cours habituel. Nouvelles de la santé, résultats scolaires des petits-enfants, projets pour les prochaines vacances de la Toussaint. Élise promet à sa mère de leur rendre visite le week-end suivant avec les enfants. Tout semble normal, routinier, rassurant. Ce soir-là, Jean-Pierre et Élise sont attendus chez leurs amis Perrin pour leur dîner mensuel, un rituel qui perdure depuis près de 10 ans. Pierre Perrin, 44 ans, comptable dans une PME locale spécialisée dans la fabrication de matériel agricole, et son épouse Martine, 42 ans, institutrice récemment retraitée pour raisons de santé, habitent un appartement au 3e étage d'un immeuble rue Nationale, dans le centre-ville. Les deux couples se sont rencontrés par l'intermédiaire de leurs enfants respectifs, qui fréquentaient la même école primaire. Une amitié solide s'est progressivement tissée, fondée sur des valeurs communes, un niveau social similaire et le plaisir simple de passer du temps ensemble. Ces soirées mensuelles, consacrées à la belote et aux discussions autour d'un bon repas, représentent l'un des plaisirs authentiques des deux couples, une parenthèse dans la routine du quotidien. Le dimanche 17 octobre se lève sous un ciel gris typique de l'automne rhône-alpin. Une brume légère montée de la Saône toute proche flotte dans les rues encore désertes. Les premiers froids annoncent l'arrivée prochaine de l'hiver, et les arbres du quartier commencent à perdre leurs feuilles qui jonchent les trottoirs. L'air humide sent la terre mouillée et la fumée de cheminée. Jean-Pierre consacre sa matinée à quelques travaux de bricolage dans son garage personnel. Il remplace les plaquettes de frein de sa propre voiture, opération de routine qu'il effectue lui-même par souci d'économie et par plaisir professionnel. Élise prépare une tarte aux pommes pour leurs hôtes du soir, suivant la recette transmise par sa propre mère. Pâte brisée maison, pommes golden émincées finement, sucre vanillé et une pointe de cannelle. L'odeur sucrée de la pâtisserie qui cuit embaume toute la maison. L'atmosphère familiale est détendue, ponctuée par les allées et venues des enfants. Thomas traîne en survêtement, oscillant entre télévision et console de jeu. Camille dessine dans sa chambre, écoutant la compilation Hits 99 qu'elle a reçue pour son anniversaire. Le repas de midi, simple et rapide, réunit la famille autour d'une omelette et d'une salade verte. La conversation porte sur les projets de la semaine à venir, les devoirs à terminer, l'émission de télévision du soir. Vers 16 heures, Jean-Pierre lave soigneusement sa Peugeot 306 bleue, immatriculée 2847 TI 69, garée dans l'allée. Cette voiture, achetée d'occasion en 1997 à un concessionnaire de Lyon, constitue leur moyen de transport familial principal. Berline 5 portes robuste et fiable, elle affiche désormais 98 000 km au compteur. Jean-Pierre, en professionnel de l'automobile, l'entretient avec le même soin qu'il accorde aux véhicules de ses clients. Vidange régulière, vérification des niveaux, contrôle des pneumatiques. Il passe l'éponge sur la carrosserie métallisée, rince au jet, essuie méticuleusement les vitres. Cette activité domestique, accomplie chaque dimanche quand le temps le permet, lui procure une satisfaction simple. Sa voiture propre, c'est un peu sa carte de visite professionnelle. Un garagiste qui roule dans une voiture sale perdrait toute crédibilité. La journée s'écoule dans cette tranquillité bourgeoise jusqu'à 19h30. Élise monte se préparer dans la salle de bain, enfilant un pull beige en laine mérino et son pantalon marine préféré. Elle se remaquille légèrement, vérifie sa coiffure, vaporise une touche de son parfum habituel, un classique de Chanel. Jean-Pierre, lui, enfile sa veste de cuir marron, celle qu'Élise lui a offerte pour ses 40 ans et qu'il réserve aux occasions spéciales. Dans la cuisine, Élise glisse la tarte encore tiède dans un plat de transport en plastique, puis dans un sac en tissu brodé. Elle vérifie qu'elle n'oublie rien. Clés, portefeuille, téléphone portable. Ces appareils, encore peu répandus en 1999 et réservés principalement aux professionnels, restent des objets de luxe pour la plupart des familles. Les Durand en possèdent un pour des raisons de sécurité, mais l'utilisent rarement. Avant de partir, Élise et Jean-Pierre laissent les consignes d'usage à Thomas. Le jeune homme, désormais considéré comme assez responsable pour surveiller sa petite sœur quelques heures, reçoit les instructions habituelles. Pas de bêtises. Au lit, à 22 heures maximum. Téléphone des Perrins sur le frigo en cas d'urgence. Thomas acquiesce d'un air blasé, habitué à ses recommandations répétées chaque mois. À 19h45 précise, Jean-Pierre et Élise franchissent le seuil de leur maison.
Jean-Pierre verrouille la porte d'entrée avec sa clé, geste machinal répété des milliers de fois. Ils descendent l'allée gravillonnée vers leur Peugeot 306, garé devant le portail. La nuit d'automne est déjà tombée et l'éclairage public projette des halos jaunâtres dans la brume persistante. C'est à ce moment précis que Michel Roche, posté derrière sa fenêtre du premier étage comme chaque soir, observe le couple. Il vient de terminer son dîner solitaire, une soupe en briques et du pain, et a pris place dans son fauteuil habituel face à la fenêtre. De là, il a une vue dégagée sur toute la rue, et notamment sur la maison des Durand, juste en face. Michel voit Jean-Pierre ouvrir la portière côté conducteur. Élise s'installer côté passager, avec le sac contenant la tarte. Les feux de position s'allument, puis les phares. Le moteur démarre avec le ronronnement caractéristique du diesel. Jean-Pierre sort de l'allée en marche arrière, manœuvre avec précaution, puis s'engage dans la rue des Bruyères en direction du centre-ville. Michel suit la voiture du regard jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au bout de la rue. C'est la dernière fois que les Durand seront vus vivants par quelqu'un qui les connaît. Mais ce n'est pas la dernière fois que Michel verra la Peugeot 306 cette nuit-là, un détail crucial que personne ne connaît encore. Chez les Perrin, la table est mise depuis 1 heure. Martine a préparé son bourguignon traditionnel, un plat mijoté qu'elle réussit particulièrement bien et qu'elle sait apprécier de ses invités. Pierre a sorti une bouteille de Morgon, un cru du Beaujolais qu'il réserve aux grandes occasions. Le jeu de cartes est prêt sur la desserte, attendant la partie de belote qui suivra le repas. 20h, 20h15, 20h30. L'attente se prolonge et les Perrin commencent à s'inquiéter. Ce n'est pas dans les habitudes des Durand d'être en retard, encore moins sans prévenir. Martine vérifie que son téléphone fonctionne correctement, par crainte d'avoir raté un appel. Pierre consulte sa montre toutes les 5 minutes, jetant des coups d'œil par la fenêtre donnant sur la rue. 21h. L'inquiétude cède progressivement la place à l'angoisse. Pierre compose le numéro des Durand à plusieurs reprises, mais personne ne décroche. Chez les Durand, le téléphone sonne dans le vide. Thomas et Camille, absorbés par la télévision dans le salon, n'entendent pas les sonneries provenant de la cuisine. 22h. Pierre Perrin prend la décision de se rendre chez ses amis pour s'assurer que tout va bien. Peut-être ont-ils eu un problème de dernière minute, un enfant malade, un contretemps quelconque. Martine, rongée par une angoisse croissante, l'encourage à partir rapidement. Pierre enfile sa veste et descend vers sa voiture garée dans la rue. Le trajet jusqu'au quartier des Bruyères prend une dizaine de minutes. Pierre roule vite, pressentant confusément qu'il se passe quelque chose d'anormal. Arrivé rue des Bruyères, il constate immédiatement que la maison des Durand est plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière du salon où les enfants regardent la télévision. Aucune voiture dans l'allée. Pierre sort de son véhicule et s'approche du portail. Il actionne la sonnette dont le carillon résonne à l'intérieur de la maison. Quelques secondes plus tard, Thomas ouvre la porte, surpris de voir M. Perrin sur le seuil. « Bonsoir Thomas, tes parents ne sont pas là ?» demande Pierre, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Le visage du jeune homme se ferme, l'incompréhension se lisant dans ses yeux. « Mais ils sont chez vous, non ?» Cette phrase simple marque le début officiel de la disparition. Pierre explique que Jean-Pierre et Élise ne sont jamais arrivés chez eux, qu'il les attend depuis plus de 2 heures. Thomas, soudain anxieux, fait entrer Pierre et l'invite à s'asseoir dans le salon. Camille, alertée par les voix, sort de sa chambre et rejoint les 2 hommes. « Il leur est peut-être arrivé quelque chose », murmure la fillette, verbalisant la peur qui commence à envahir tout le monde. Thomas se précipite sur le téléphone et compose le numéro du portable de son père. La sonnerie retentit plusieurs fois, puis bascule sur le répondeur. Message impersonnel, enregistré par Jean-Pierre. « Vous êtes bien sur le portable de Jean-Pierre Durand. Laissez un message après le bip. » Thomas raccroche sans laisser de message, les mains tremblantes. Pierre, tentant de garder son calme pour ne pas affoler les enfants, propose plusieurs explications rassurantes. Peut-être une panne mécanique sur la route, ce qui serait ironique pour un garagiste, mais reste possible. Peut-être un accident bénin, un accrochage qui les retient à la gendarmerie pour un constat. Peut-être même une visite impromptue à des connaissances croisées en chemin. Mais au fond de lui, Pierre sent que ces explications ne tiennent pas. Ses amis l'auraient appelé. Une demi-heure s'écoule dans une attente angoissée. Thomas rappelle régulièrement le portable de son père, sans succès. Pierre contacte quelques connaissances communes, des voisins, espérant que quelqu'un aurait des nouvelles. Personne n'a vu les Durand.
À minuit, face à l'absence persistante du couple et au visage terrorisé des enfants, Pierre Perrin prend la décision de contacter la gendarmerie. L'adjudant-chef Moreau, de permanence cette nuit-là à la brigade de Villefranche-sur-Saône, décroche le téléphone et écoute attentivement le signalement. Un couple d'une quarantaine d'années qui ne s'est pas présenté à un rendez-vous, joignable ni par téléphone fixe ni par portable, 2 enfants mineurs laissés seuls au domicile. La procédure habituelle voudrait qu'on attende 48 heures avant de considérer des adultes comme officiellement disparus, sauf circonstances particulières justifiant une inquiétude immédiate. Mais quelque chose dans le ton de Pierre Perrin, dans la description de ce couple stable et responsable qui ne manquerait jamais un dîner sans prévenir, alerte l'instinct professionnel de Moreau. Gendarme expérimenté depuis 25 ans, il a appris à faire confiance à son intuition. « Je viens immédiatement », s'annonce-t-il à Pierre. « Ne touchez à rien dans la maison. Je dois vérifier certains éléments. » L'adjudant-chef Moreau arrive rue des Bruyères vers 1h du matin, accompagné de son collègue, le maréchal des logis Dubois. Les 2 gendarmes en uniforme descendent de leur véhicule de service et sont accueillis par Pierre, Thomas et Camille. L'interrogatoire de routine commence immédiatement. À quelle heure les parents sont-ils partis? Quelle était leur destination? Leur comportement récent avait-il montré des signes inhabituels? Y avait-il des tensions, des problèmes financiers, des menaces? Thomas et Camille, encore sous le choc, répondent de leur mieux. Non, aucun comportement bizarre. Non, aucune dispute récente. Non, aucun problème d'argent dont ils auraient eu connaissance. Oui, leurs parents semblaient détendus et de bonne humeur ce soir. Oui, ce dîner mensuel était une habitude bien établie, jamais manquée depuis des années. Moreau inspecte rapidement la maison, cherchant des indices d'un départ précipité ou préparé. Tout semble en ordre. Les vêtements des parents sont dans l'armoire, les papiers importants rangés dans le bureau, les valises au sous-sol. Aucun signe de bagage préparé, aucun retrait bancaire important dans le relevé de compte consultable sur le secrétaire. L'ordinateur familial, un modèle récent acheté l'année précédente, n'affiche aucune recherche suspecte dans l'historique de navigation. Le gendarme prend en note les caractéristiques de la Peugeot 306, marque, modèle, couleur, immatriculation. Dès son retour à la brigade, il diffusera un avis de recherche dans tout le département et les départements limitrophes. Il récupère également des photos récentes du couple, données par Thomas, qui seront scannées et transmises aux services concernés. Avant de partir, Moreau laisse son numéro de ligne direct aux enfants et à Pierre Perrin. « Appelez-moi immédiatement s'il rentre ou si vous avez la moindre nouvelle », ordonne-t-il. Puis, s'adressant spécifiquement aux adolescents avec une douceur inhabituelle chez ce gendarme réputé bourru. « Je sais que c'est difficile, mais essayez de vous reposer. Nous allons tout mettre en œuvre pour retrouver vos parents. » Cette nuit-là, personne ne dort vraiment rue des Bruyères. Pierre Perrin décide de rester auprès de Thomas et Camille, installant son campement de fortune sur le canapé du salon. Les enfants rejoignent leurs chambres respectives, mais les lumières restent allumées. Chaque bruit de moteur dans la rue fait bondir Thomas jusqu'à la fenêtre, espérant voir apparaître la Peugeot 306 familière. Mais la nuit s'écoule sans que rien ne se passe. Au même moment, dans sa maison d'en face, Michel Roche ne dort pas non plus. Mais pour une raison différente. Le vieil homme, témoin involontaire d'un détail crucial, se demande s'il doit parler de ce qu'il a vu après le départ des Durand. Pourtant, quelque chose le retient, une chose que personne ne découvrira avant très longtemps. Le lundi 18 octobre au matin, l'enquête officielle démarre véritablement. L'adjudant-chef Moreau et son équipe se déploient méthodiquement. Les premières vérifications portent sur les hôpitaux de la région. Aucun Jean-Pierre ou Élise Durand n'a été admis dans les services d'urgence. Les commissariats de Lyon, Villeurbanne, Vols-en-Velin sont contactés. Aucun couple correspondant à leur signalement n'a été placé en garde à vue ou impliqué dans un incident quelconque. Les barrages routiers n'ont signalé aucun accident impliquant une Peugeot 306 bleue. Les stations-service et commerces ouverts le dimanche soir, sur les axes entre Villefranche et Lyon, sont contactés. Personne ne se souvient avoir vu le couple. C'est comme si Jean-Pierre et Élise s'étaient évaporés quelques minutes après avoir quitté leur domicile. Mais il y a ce détail que Michel Roche connaît et dont il n'a parlé à personne. Un détail qui pourrait tout changer s'il était révélé. Mais le vieux facteur garde le silence, paralysé par la peur et le doute. L'enquête de voisinage commence dès le lundi matin. Les gendarmes frappent à toutes les portes de la rue des Bruyères, interrogeant méthodiquement chaque résident.
Ont-ils vu ou entendu quelque chose d'inhabituel dimanche soir? Ont-ils remarqué des véhicules inconnus? Des personnes suspectes rôdant dans le quartier? Connaissaient-ils bien les Durand? Savaient-ils s'ils avaient des problèmes, des ennemis? Les Mercier, le couple de retraités du numéro 22, confirment qu'ils regardèrent la télévision dimanche soir et n'ont rien remarqué d'anormal. Georgette Mercier se souvient avoir croisé Élise samedi matin au marché et la bibliothécaire lui avait semblé de bonne humeur, évoquant même avec enthousiasme un nouveau roman qu'elle venait de terminer. André Mercier, lui, avait échangé quelques mots avec Jean-Pierre samedi après-midi, alors que celui-ci lavait sa voiture. Conversation banale sur la météo et les performances de l'Olympique lyonnais. Rien d'inquiétant. Les Bonnard, la famille nombreuse du numéro 26, étaient occupés dimanche soir par les devoirs des enfants et les préparatifs de la semaine. Patrick Bonnard, le père, déclare n'avoir rien vu ni entendu. Son épouse Sylvie se souvient vaguement avoir aperçu la Peugeot des Durand partir vers 20h, mais sans y prêter attention particulière. Les enfants Bonnard, interrogés séparément, n'apportent aucune information utile. Puis vient le tour de Michel Roche, au numéro 25, juste en face du domicile des disparus. L'adjudant-chef Moreau sonne à sa porte vers 11h du matin. Michel, qui a passé une nuit blanche à ruminer, ouvre avec appréhension. Le gendarme se présente et explique l'objet de sa visite. Michel confirme qu'il connaissait bien les Durand, des voisins sympathiques et serviables. Oui, il les a vus partir dimanche soir, vers 19h45 environ. Moreau prend des notes. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel? Leur comportement vous a semblé normal? Michel hésite imperceptiblement. Une seconde de flottement que le gendarme, concentré sur son carnet, ne remarque pas. Non, tout était normal. Ils sont partis tranquillement, comme d'habitude. C'est un mensonge par omission. Michel ne dit pas qu'il a vu la voiture revenir. Il ne dit pas qu'il a observé Jean-Pierre seul au volant. Il ne dit pas qu'il a vu un inconnu monter dans la Peugeot. Pourquoi ce silence? Michel lui-même peine à l'expliquer rationnellement. La peur de paraître indiscret joue certainement un rôle. À cette époque, observer ses voisins depuis sa fenêtre pourrait être perçu comme un comportement malsain, celui d'un voyeur ou d'un espion de quartier. Michel, homme discret et respectueux des conventions sociales, redoute le regard des autres. Il imagine déjà les commérages. Ce vieux Roche qui espionne tout le monde depuis sa fenêtre, ça ne m'étonne pas. Il est devenu bizarre depuis la mort de sa femme. Mais il y a aussi le doute. L'éclairage défaillant de la rue, son grand âge, ses yeux fatigués. Michel n'est pas certain à 100% de ce qu'il a vu. Et si son cerveau lui jouait des tours? Et s'il avait mal interprété des gestes innocents? Jean-Pierre avait peut-être simplement oublié quelque chose chez lui et était revenu le chercher. L'homme au blouson sombre était peut-être un ami qui les accompagnait finalement au dîner. Toutes ces explications rassurantes traversent l'esprit de Michel, le confortant dans sa décision de se taire. Et puis il y a un troisième élément, plus subtil mais tout aussi déterminant. L'adjudant-chef Moreau ne lui pose pas de questions spécifiques sur ce qui s'est passé après le départ des Durand. Il ne demande pas « Les avez-vous revus après leur départ ?» ou « Êtes-vous resté à votre fenêtre après 20h ?» Ces questions précises auraient peut-être libéré la parole de Michel. Mais en l'absence d'interrogation directe, le vieil homme interprète cela comme un signe que son témoignage n'est pas crucial. Si la police ne creuse pas davantage, c'est qu'elle n'a pas besoin de détails supplémentaires, se dit-il. L'adjudant-chef Moreau remercie Michel pour sa coopération et passe au voisin suivant. Dans son esprit, Michel Roche est un témoin comme les autres, qui a simplement vu les disparus partir et n'a rien d'autre à signaler. Il ne peut pas deviner que cet homme effacé détient en réalité la clé du mystère. Cette négligence involontaire aura des conséquences terribles pour l'enquête. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'il y a une raison administrative à cette lacune. La liste des adresses à visiter, établie par le maréchal des logis Dubois à partir du plan cadastral, comporte une erreur. Le numéro 25 de la rue des Bruyères a été coché comme interrogé, alors que Moreau n'y a passé que quelques minutes, sans approfondir. Dans la précipitation des premières heures d'enquête, cette visite superficielle sera considérée comme suffisante. Michel Roche ne sera jamais réinterrogé de manière approfondie. C'est une faille dans le système, minuscule mais fatale. Les jours suivants voient l'enquête s'intensifier considérablement. Le capitaine de gendarmerie Roussel, chef de la brigade territoriale, décide d'élargir les recherches
et de mobiliser des moyens supplémentaires. La disparition d'un couple entier, sans mobile apparent ni antécédent de troubles psychologiques, constitue un cas suffisamment préoccupant pour justifier un déploiement important de forces. Des équipes de gendarmes commencent à ratisser systématiquement les routes départementales entre Villefranche-sur-Saône et Lyon à la recherche de traces de sortie de route ou d'accidents. Les fossés sont inspectés, les zones boisées explorées, les chemins de terre empruntés. L'hypothèse d'un accident mortel avec sortie de chaussée reste plausible. Peut-être la Peugeot 306 a-t-elle dérapé dans un virage, plongé dans un ravin ou un cours d'eau. Les pompiers sont mobilisés pour explorer les points d'eau de la région. Plongeurs et bateaux sondent méthodiquement la Saône, l'Azergue, les étangs et bassins de rétention. Des hélicoptères de la gendarmerie survolent les zones difficiles d'accès, cherchant une épave métallique bleue qui pourrait être la voiture disparue. Les carrières abandonnées de la région, lieux propices aux accidents ou aux actes criminels, font l'objet d'une attention particulière. Mais toutes ces recherches demeurent infructueuses. Pas de Peugeot 306, pas de corps, pas le moindre indice matériel. C'est comme si Jean-Pierre et Élise Durand s'étaient littéralement évaporés après avoir quitté leur domicile. Cette absence totale de traces matérielles déconcerte les enquêteurs. Même dans les disparitions les plus mystérieuses, on trouve généralement quelque chose. Un objet personnel abandonné, un témoin qui a vu la voiture, une trace de carte bancaire. Parallèlement aux recherches sur le terrain, l'enquête administrative se développe. Les relevés bancaires des Durand sont épluchés ligne par ligne à la recherche d'une transaction suspecte ou d'un retrait important qui pourrait indiquer une fuite préparée. Les comptes présentent la régularité rassurante d'un couple de classe moyenne, sans difficulté financière particulière. Salaire de Jean-Pierre versé mensuellement par son entreprise individuelle, traitement d'Élise viré par la trésorerie municipale, quelques factures courantes, un crédit immobilier en voie de remboursement. Aucun retrait important dans les semaines précédant la disparition. Aucun virement vers un compte à l'étranger. Aucun achat de billets d'avion ou de train. Les Durand n'ont manifestement pas préparé une fuite volontaire. D'ailleurs, cette hypothèse semble absurde compte tenu du contexte. Pourquoi abandonner deux enfants mineurs pour se rendre à un simple dîner entre amis? L'examen de leur vie privée ne révèle aucun élément troublant susceptible d'expliquer une disparition volontaire ou un passage à l'acte violent. Le couple était uni depuis 18 ans, sans antécédent de crise conjugale grave. Leurs amis proches, interrogés séparément et longuement, dressent unanimement le portrait d'un ménage équilibré, certes pas parfait, mais exempt de tensions majeures. Jean-Pierre ne fréquentait aucun cercle suspect, ne pratiquait pas de jeux d'argent, ne s'était jamais fait remarquer pour des comportements à risque. Son casier judiciaire est vierge, si ce n'est une contravention pour stationnement gênant en 1994. Il ne buvait qu'occasionnellement, un verre de vin au repas et quelques bières entre amis, sans jamais tomber dans l'alcoolisme. Ses relevés bancaires ne montrent aucune dépense inhabituelle qui pourrait indiquer une addiction cachée. Élise, de son côté, menait une existence encore plus rangée. Entre son travail à la médiathèque, sa famille et ses activités bénévoles à la paroisse Saint-Pierre, elle ne disposait guère de temps pour une vie secrète. Ses collègues confirment qu'elle ne recevait jamais d'appels personnels suspects au travail, qu'elle ne s'absentait jamais sans justification, qu'elle ne manifestait aucun signe de détresse psychologique. L'hypothèse d'une liaison extra-conjugale qui aurait pu dégénérer est explorée avec discrétion. Les enquêteurs creusent la vie sentimentale des deux époux, recherchant l'existence d'un amant éconduit ou d'une maîtresse délaissée qui aurait pu passer à l'acte. Mais cette piste se révèle rapidement sans fondement. Ni Jean-Pierre ni Élise n'entretenaient de relations extra-conjugales, du moins aucune dont leur entourage aurait eu connaissance. Pierre et Martine Perrin, interrogés à plusieurs reprises, confirment n'avoir jamais décelé de tensions particulières chez leurs amis. C'était un couple normal, avec les petites disputes habituelles, mais rien de grave, déclare Martine. Ils s'aimaient, c'était évident. Jean-Pierre regardait toujours Élise avec tendresse et elle le lui rendait bien. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils puissent avoir des problèmes assez graves pour justifier une disparition. Au bout de 2 semaines de recherches intensives, les enquêteurs commencent à explorer des hypothèses plus sombres. L'enlèvement à des fins crapuleuses reste plausible, même si aucune demande de rançon n'a été formulée. Cette absence de demande intrigue d'ailleurs les spécialistes.
Dans un enlèvement classique, les ravisseurs établissent rapidement le contact avec la famille pour négocier. Mais ici, silence radio complet. Jean-Pierre, en tant qu'artisan indépendant, pouvait disposer d'espèces importantes, notamment en fin de mois quand il encaissait les paiements de ses clients. Certains payaient comptant pour éviter la TVA, pratique tolérée mais illégale qui faisait partie du système économique parallèle. Un garagiste pouvait ainsi accumuler plusieurs dizaines de milliers de francs en liquide. Cette réalité était connue dans le milieu et faisait potentiellement du garage Durand une cible intéressante pour des malfaiteurs en quête d'argent facile. Mais là encore, plusieurs éléments contredisent cette hypothèse. L'enlèvement aurait logiquement eu lieu au garage, pas en pleine rue un dimanche soir, alors que le couple se rendait à un dîner. Et pourquoi kidnapper les deux époux? Un ravisseur rationnel n'aurait enlevé que Jean-Pierre, laissant Élise libre de recevoir les instructions et payer la rançon. Le fait que les deux aient disparu simultanément suggère plutôt un acte de violence impulsif qu'un enlèvement planifié. L'hypothèse du tueur en série fait également surface. En 1999, la France vient de vivre plusieurs affaires criminelles médiatisées impliquant des psychopathes s'attaquant à des couples. L'affaire Guy Georges, le tueur de l'Est parisien arrêté en 1998, reste dans tous les esprits. Les enquêteurs se demandent si les Durand n'ont pas croisé le chemin d'un prédateur qui les aurait suivis depuis leur domicile jusqu'à un endroit isolé. Cette piste donne lieu à des recoupements avec d'autres disparitions non élucidées dans la région. Les fichiers de la police judiciaire sont consultés à la recherche de cas similaires, couples disparus, enlèvement de personnes seules, découverte de corps non identifiés. Mais aucune corrélation probante n'émerge de cette analyse. Les Durand semblent être un cas unique, ce qui complique encore davantage l'enquête. Plus troublante encore, l'hypothèse de la fuite volontaire continue de hanter certains enquêteurs malgré tous les éléments qui la contredisent. Cette théorie, aussi invraisemblable soit-elle, expliquerait l'absence totale d'indices matériels. Si les Durand avaient minutieusement planifié leur disparition, ils auraient pu prendre des précautions pour ne laisser aucune trace. Abandon de la voiture dans un endroit isolé, changement d'identité, départ à l'étranger avec de faux papiers. Mais comment expliquer l'abandon de Thomas et Camille? Aucun parent aimant n'abandonnerait ses enfants sans raison impérieuse. Les enquêteurs explorent donc des scénarios extrêmes, menaces terroristes nécessitant une mise à l'abri d'urgence, programme de protection des témoins suite à un témoignage dans une affaire criminelle, fuite devant des créanciers mafieux. Toutes ces hypothèses sont vérifiées et se révèlent sans fondement. Les semaines se transforment en mois. Novembre 1999 apporte ses premiers froids et un sentiment croissant d'impuissance face au mystère des époux Durand. Les battues organisées par la gendarmerie, renforcées par des centaines de bénévoles du village et des communes voisines, ne donnent aucun résultat tangible. Des retraités, des commerçants, des lycéens, des employés municipaux. Tous se mobilisent, formant des lignes humaines qui progressent lentement dans les forêts et les champs, scrutant chaque buisson, chaque fossé. Les chiens de recherche, amenés spécialement depuis Lyon, perdent rapidement toute piste. Ils reniflent les vêtements laissés par les disparus, s'agitent un moment autour de la maison et de l'allée, puis semblent désorientés. Comme si Jean-Pierre et Élise s'étaient volatilisés sans laisser d'odeur, sans laisser de traces biologiques exploitables. Cette absence de piste olfactive intrigue les maîtres chiens, habitués à obtenir des résultats même dans des conditions difficiles. L'affaire commence à attirer l'attention des médias locaux, puis régionaux. Le Progrès, quotidien de référence dans la région Rhône-Alpes, consacre plusieurs articles à la disparition mystérieuse. Le journaliste Marc Fontaine, spécialisé dans les faits divers, rédige un portrait détaillé du couple disparu, interviewe les proches, reconstitue les dernières heures. Ces articles, publiés en première page de l'édition locale, suscitent une vive émotion dans toute la région. France 3 Rhône-Alpes diffuse un reportage de 7 minutes dans son journal télévisé régional du soir. Les images montrent la maison des Durand, la rue des Bruyères, le garage où travaillait Jean-Pierre. Thomas et Camille, filmés de dos pour préserver leur anonymat, lancent un appel déchirant. « Papa, maman, si vous voyez ce reportage, rentrez s'il vous plaît. On vous aime, on a besoin de vous. » Ces images bouleversent des milliers de téléspectateurs. Un numéro vert est mis en place, permettant à toute personne détenant une information de contacter anonymement la gendarmerie. Les premiers jours, les appels affluent,
Plus de 200 signalements sont enregistrés. Chacun fait l'objet d'une vérification minutieuse. Mais la plupart se révèlent soit fantaisistes, soit concernant des couples ressemblant vaguement aux Durand, mais sans rapport avec l'affaire. Une femme de Bourg-en-Bresse affirme avoir vu un couple correspondant à la description des disparus dans une station-service le 18 octobre au matin. Vérification faite, il s'agissait d'autres personnes dont l'identité est rapidement établie. Un homme de Mâcon déclare avoir croisé Jean-Pierre au marché, mais cela s'avère être un homonyme. Une voyante parisienne appelle pour révéler que les Durand sont retenus prisonniers dans une cave et qu'elle peut localiser l'endroit moyennant rémunération. Sa piste ne donne évidemment rien. Décembre 1999 marque un tournant douloureux dans l'état psychologique de la famille et de l'entourage des disparus. Les fêtes de fin d'année approchent, période normalement joyeuse qui se teinte cette année d'une tristesse insoutenable. Thomas et Camille, pris en charge par leurs grands-parents maternels Gérard et Monique Lafont, venus s'installer temporairement dans la maison familiale, peinent à retrouver un équilibre après le traumatisme de l'abandon brutal. Le jeune homme de 15 ans, confronté prématurément aux responsabilités d'adulte, développe une maturité douloureuse qui inquiète psychologues et proches. Il refuse de parler de ses parents au passé, s'accroche à l'espoir de leur retour, mais son regard trahit une blessure profonde. Ses résultats scolaires chutent brutalement, lui qui était un élève moyen mais sérieux. Ses professeurs signalent des absences répétées, un décrochage progressif, des moments de prostration en plein cours. Camille, 12 ans, plus jeune et plus fragile, traverse des phases d'angoisse nocturne et refuse catégoriquement de dormir seule. Elle a développé une phobie de l'obscurité et de la séparation, terrorisée à l'idée que ses grands-parents puissent eux aussi disparaître brutalement. Elle fait des cauchemars récurrents où elle voit ses parents s'éloigner dans un brouillard épais, appelant à l'aide sans qu'elle puisse les rejoindre. Une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles commence à la suivre régulièrement. Les grands-parents Lafont, Gérard et Monique, tous deux septuagénaires, se retrouvent confrontés à une épreuve qui dépasse leurs forces. Gérard, ancien contremaître dans une usine Michelin désormais retraité, et Monique, ancienne secrétaire médicale, pensaient couler des jours paisibles après une vie de labeur. Au lieu de cela, ils doivent gérer deux adolescents traumatisés, une maison qui n'est pas la leur et l'absence insupportable de leur fille unique. Monique pleure chaque nuit, étouffant ses sanglots pour ne pas alerter ses petits-enfants. Les fêtes de fin d'année 1999 se déroulent dans une atmosphère funèbre. Pas de sapin de Noël cette année, pas de cadeaux, pas de réveillon festif. Les grands-parents tentent de maintenir un semblant de normalité pour les enfants, mais l'absence pèse comme une chape de plomb. Le passage à l'an 2000, qui devait être célébré mondialement comme un moment historique, n'est marqué chez les Durand-Lafont que par un silence pesant et des larmes retenues. Le bug informatique tant redouté ne se produit pas. Les ordinateurs continuent de fonctionner. Les avions ne tombent pas du ciel. Les centrales nucléaires ne connaissent aucun dysfonctionnement. Mais pour la famille Durand, l'année 2000 s'ouvre sur une catastrophe bien réelle. L'absence de Jean-Pierre et d'Élise et l'incertitude déchirante sur leur sort. L'enquête, malgré la mobilisation importante des premiers mois, commence progressivement à perdre de son intensité. D'autres affaires sollicitent l'attention de la gendarmerie, d'autres crimes, d'autres disparitions. Les moyens humains et matériels ne sont pas extensibles, et les supérieurs hiérarchiques du capitaine Roussel lui font comprendre qu'il ne peut pas consacrer indéfiniment toute son équipe à une affaire sans piste. En mars 2000, le dossier Durand est officiellement confié à une cellule réduite. L'adjudant-chef Moreau et le maréchal des logis Dubois, qui continuent leurs investigations, mais sur un rythme moins soutenu. Les recherches sur le terrain sont abandonnées, considérées comme ayant épuisé toutes les possibilités. L'enquête se concentre désormais sur le recoupement d'informations, l'exploitation de témoignages tardifs et l'attente d'une découverte fortuite. Un élément nouveau surgit en mai 2000. Un couple de randonneurs découvre dans une zone boisée près d'Anse, à une vingtaine de kilomètres de Villefranche, un sac à main féminin partiellement enfoui sous des feuilles mortes. Le sac, de marque modeste et dans un état de dégradation avancée, contient des papiers détrempés mais encore partiellement lisibles. Les gendarmes, alertés, examinent le contenu. Un portefeuille, une carte de bibliothèque, quelques tickets de caisse. L'espoir et l'angoisse envahissent immédiatement l'équipe d'enquête.
Ce sac pourrait-il appartenir à Élise Durand? Les papiers sont envoyés au laboratoire de la police scientifique pour analyse. Pendant plusieurs jours, les proches retiennent leur souffle. Puis le verdict tombe. Le sac appartenait à une certaine Martine Dubois, disparue en 1997 et retrouvée morte quelques mois plus tard. Aucun lien avec l'affaire Durand. Cette fausse alerte illustre cruellement la fragilité de l'espoir entretenu par les familles de disparus. L'été 2000 apporte une chaleur accablante et aucune avancée dans l'enquête. Thomas et Camille passent juillet et août chez leurs grands-parents paternels à Mâcon, une tentative de leur offrir des vacances normales qui se révèlent douloureuses. Partout où ils vont, les gens les reconnaissent grâce à la médiatisation de l'affaire, leur adressent des regards compatissants qui les mettent mal à l'aise. Ils préfèrent rester cloîtrés dans la maison, regardant la télévision et évitant les contacts extérieurs. Septembre 2000 marque la rentrée scolaire, un moment particulièrement difficile. Thomas entre en première au lycée, Camille en quatrième au collège. Leurs camarades ne savent pas comment se comporter avec eux. Faut-il parler de la disparition ou faire comme si de rien n'était? Cette gêne sociale s'ajoute au traumatisme initial, renforçant l'isolement des deux adolescents. Thomas développe une agressivité inhabituelle, se bagarrant avec des camarades qui ont osé faire des plaisanteries sur ses parents. Camille, elle, se réfugie dans un mutisme presque total. Octobre 2000, un an après la disparition. Une cérémonie religieuse est organisée à l'église Saint-Pierre de Villefranche-sur-Saône à l'initiative des grands-parents et de Pierre et Martine Perrin. L'abbé Martineau, qui connaissait bien Élise pour son engagement paroissial dans l'animation des groupes de catéchisme, prononce une homélie émouvante sur l'espérance chrétienne face à l'inexplicable et la foi malgré l'absence de réponse. L'église est pleine ce dimanche matin. Plus de 300 personnes sont venues témoigner leur soutien à la famille et rendre hommage aux disparus. Des collègues du garage, des usagers de la médiathèque, des parents d'élèves, des voisins, des commerçants, toute la communauté locale s'est mobilisée. Mais ce rassemblement, malgré sa dimension d'espoir officiellement affichée, prend des allures d'adieu déguisé. Personne n'ose prononcer le mot mort, mais chacun sent que les chances de retrouver Jean-Pierre et Élise vivants s'amenuisent chaque jour. Dans sa maison d'en face, Michel Roche assiste à la cérémonie, assis au dernier rang, silencieux et rongé par la culpabilité. Chaque fois qu'il croise le regard de Thomas ou de Camille, il sent un poids immense écraser sa conscience. S'il avait parlé un an plus tôt, peut-être que tout aurait été différent. Peut-être que les enquêteurs auraient suivi une autre piste, peut-être que Jean-Pierre et Élise auraient été retrouvés. Mais comment parler maintenant, après un an de silence? Comment expliquer qu'il a attendu si longtemps? Michel se sent piégé dans son propre mensonge, par omission. L'année 2001 commence sans nouvel élément. L'affaire Durand appartient désormais aux archives, ce que les gendarmes appellent pudiquement un dossier en sommeil. Le dossier reste officiellement ouvert, mais aucune recherche active n'est menée. Seuls les signalements spontanés ou les découvertes fortuites pourraient relancer l'enquête. Les proches sont prévenus de cette réalité. Il faut désormais vivre avec l'incertitude, accepter de ne peut-être jamais savoir. Mais la vie, malgré tout, continue. Thomas, 17 ans, se prépare à passer son baccalauréat. Contre toute attente, il redresse ses résultats scolaires, trouvant dans l'étude une forme de refuge contre la douleur. Camille, 14 ans, se met à l'écriture, noircissant des carnets entiers de poèmes et de lettres adressés à ses parents disparus. Cette sublimation artistique lui permet de canaliser sa souffrance. Les grands-parents la font, épuisés mais dignes, ont officiellement pris la tutelle légale des enfants. Une procédure administrative complexe qui a nécessité l'intervention d'un juge aux affaires familiales et d'une assistante sociale. La maison de la rue des Bruyères a été vendue en juin 2001 à un jeune couple avec 2 enfants qui ignorait tout du drame ayant frappé les lieux. L'argent de la vente, placé sur un compte bloqué, servira à financer les études de Thomas et Camille. Juillet 2001 apporte un nouveau rebondissement, inattendu mais finalement décevant. Un collègue de Jean-Pierre, François Mercier, qui travaillait comme mécanicien au garage Durand jusqu'en 1998, contacte spontanément la gendarmerie. Il affirme se souvenir d'une conversation troublante avec Jean-Pierre quelques semaines avant sa disparition. Le garagiste aurait évoqué des problèmes avec un client mécontent, un certain Franck Morel, ancien employé licencié en juillet 1999 pour faute grave.
Cette information relance immédiatement l'intérêt des enquêteurs. Franck Morel, 46 ans en 1999, mécanicien employé par Jean-Pierre de 1996 à 1999, avait effectivement quitté le garage dans des circonstances houleuses. Les archives du garage, conservées par le successeur de Jean-Pierre qui a racheté le fonds de commerce en 2000, confirment que Morel contestait une prime non versée et réclamait des heures supplémentaires impayées. Les deux hommes s'étaient séparés dans une ambiance conflictuelle, échangeant même des menaces par avocat interposé. L'adjudant-chef Moreau reprend le dossier avec un regain d'énergie. Franck Morel devient soudain un suspect potentiel. Âge correspondant à la description approximative d'un homme d'une quarantaine d'années, motif de rancœur.